Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Traduction heureuse. Nous sommes aujourd'hui réunis pour la troisième et dernière partie de notre série sur l'IA. Pour rappel, la première partie était un état général du sujet de l'intelligence artificielle. La deuxième partie était un entretien avec l'interprète Thomas Pereira Ginet-Jacquemet que nous avons rencontré au contre-sommet de l'IA organisé par Éric Sadin et Éric Barbier au Théâtre de la Concorde en février 2025. À cet événement, nous avions aussi eu la chance d'assister à l'intervention de Laura Hureau et de Pauline Tardieu-Collinet, qui sont les invités de cet épisode. Elles nous racontent leur parcours, respectivement en tant que traductrice technique et traductrice littéraire, mais aussi leur engagement dans les collectifs En chair et en os et e-alerte générale. On discute du risque d'enseigner la post-édition en formation de traduction, des mensonges propagés sur l'IA autour de nous et des solutions à mettre en place en tant que jeune traducteur. On espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute! Merci beaucoup à vous deux d'être venus aujourd'hui sur le podcast de la Traduction heureuse. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter en quelques mots vos collectifs respectifs? Oui, alors bonjour et merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Pauline Tardieu-Collinet, je suis traductrice de l'anglais depuis 2016. Je traduis presque exclusivement pour l'édition, donc avec le statut d'artiste-auteur. Je traduis de la littérature, des sciences humaines et sociales et des guides de voyage aussi. Je fais partie du collectif En chair et en os. Donc j'en suis une des membres et une des cofondatrices aussi. Donc en fait c'est un collectif qui a été fondé en 2023. Je vais peut-être juste revenir un tout petit peu en arrière. En fait, à partir de 2022, il y a eu des textes de syndicats, d'organisations d'auteurs, de traducteurs officiels qui ont été publiés. D'abord, donc sur la question de la traduction automatique, en gros, et de l'IAG dans la création en général. Donc d'abord, une tribune du STA, du syndicat des travailleurs et travailleuses artistes-auteurs, à l'automne 2022, sur la traduction. Et ensuite, un texte commun de l'ATLF et d'Atlas. Donc ça, c'était début 2023. Donc l'ATLF, c'est l'association des traducteurs littéraires de France, et l'Atlas, c'est l'association pour la promotion de la traduction littéraire. Donc les deux principales organisations de traduction littéraire. Quand on dit traduction littéraire, c'est traduction d'édition en fait. C'est ce qui se distingue plutôt par le statut en fait, plus que par les textes. C'est-à-dire qu'on travaille pour des éditeurs et avec le statut d'artiste-auteur. Donc en fait, après ces prises de position, donc qui étaient opposées à l'irruption de ce qu'on appelle la traduction automatique, donc qu'on considère pas vraiment comme de la traduction, mais bref, on va utiliser ce terme. C'est le terme consacré. Pour des raisons de commodité. En fait, l'idée, c'était de poursuivre, d'aller plus loin, de pas laisser retomber le soufflet, en gros, une fois que tout ça avait été dit. Et donc, en fait, le collectif a été créé hors organisation, alors avec des personnes qui font partie d'un peu toutes ces organisations, la TLF, Atlas, l'ATA aussi, qui est l'association des traducteurs de l'audiovisuel. Ah non, pardon. Non, pas du tout, français. Avec deux A. Avec deux A. Et donc, l'idée, c'était un peu d'avoir aussi une réactivité que ne permettaient pas forcément les organisations officielles, de faire un travail complètement sur la même longueur d'onde et complémentaire avec ces organisations, mais un peu en parallèle, surtout de rester un peu alerte par rapport à ce qui se passait, de suivre l'actualité, savoir ce qui se passe, comprendre aussi, suivre la pensée critique sur ces phénomènes. Produire aussi de la documentation. On a énormément de choses qui sont disponibles sur le site d'En chair et en os. Donc notamment des fiches outils très précises et très concrètes avec des conseils pour les traducteurs, pour les libraires, une lettre aux éditeurs et puis des références critiques. On avait fait un petit calendrier de l'Avent là, de références technocritiques, des textes théoriques, tout ça. Donc l'idée, c'est de maintenir le débat un peu vivant et aussi d'interpeller quand il se passe des choses qu'on considère comme pas correctes. Très bien. Donc se donner un peu les moyens d'être réactifs collectivement.
Et juste, donc, en fait, ce qui a lancé le collectif, c'est notre tribune d'origine qui est parue dans Libération et sur le site en octobre 2023. Sur le site d'Enchères et en Os, sur votre... Voilà, Ok, qui est sur sur le le site du site collectif. d'Enchères et en Os, qu'on peut encore signer, qui a été signé par 20 000 personnes maintenant, et énormément de traducteurs, et aussi à l'époque beaucoup de personnalités du monde de la culture, en fait, des écrivains, des cinéastes, des éditeurs aussi. Ça a une portée aussi sociale et politique. Oui, alors bonjour et merci de m'avoir invité également. Moi, je m'appelle Laura Huro, je suis traductrice de l'allemand depuis 2017 et je travaille principalement en traduction pragmatique, comme on l'appelle, c'est-à-dire en traduction technique, marketing, muséale, etc. Je suis aussi membre du collectif En chair et en os et je suis aussi membre du collectif e-alert général. Alors lui, il a été créé en janvier 2025, donc c'est tout nouveau. Et pour l'instant, on est uniquement sur LinkedIn. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. Le collectif e-alert général a été créé plus spécifiquement, on va dire, pour parler des problèmes rencontrés par les traducteurs et traductrices pragmatiques, en particulier avec les agences de traduction. Et pour dénoncer les mauvaises pratiques de certaines agences de traduction low cost, comme on les appelle, parce que ces pratiques ont une influence directe sur nos conditions d'exercice, nos conditions d'existence aussi, mais elles ont aussi un impact sur toute la société. Par exemple, le contre-sommet de l'intelligence artificielle auquel on a participé, on a parlé des risques d'accidents industriels qui sont quand même quelque chose qui devrait inquiéter beaucoup de gens. Oui, absolument. Les data walkers et tout ça, c'est leurs conditions aussi qui sont empirées par l'essor de l'IA, quoi. Oui, non, par les accidents industriels, on veut dire aussi qu'en fait, les agences de traduction, en maltraitant les textes, elles posent des dangers pour la société. Par exemple, on a une collègue qui a reçu une demande de post-édition sur des textes de l'industrie nucléaire, donc c'est quand même assez dangereux. Ouais. Et ça, on trouve que ça serait intéressant d'en parler dans le grand public. Oui, et absolument. C'est pas secret défense ce genre de... je sais même pas comment ces textes ont atterri dans des agences. Pour moi, je considère qu'ils n'auraient jamais dû atterrir dans des agences, mais donc déjà, ils devraient pas y être. Mais en plus, quand on travaille pour l'industrie... Moi, je travaille aussi pour l'industrie, en direct, l'industrie lourde. En fait, on met en place plein de systèmes de sécurité. C'est possible, mais il faut faire attention. Et c'est pas si difficile. Enfin, il suffit de le savoir, il suffit de communiquer avec ses clients. Mais il y a des agences qui le font pas parce que communiquer, ça prend du temps, donc c'est de l'argent. Donc Non, le travail de sensibilisation, j'ai l'impression que c'est devenu presque un deuxième métier à part entière pour les traducteurs. Exactement, ouais. Voilà, donc on communique là-dessus, les risques, que ce soit des risques industriels par exemple, les risques pour la langue aussi, la dégradation du langage, etc. etc. En fait, En chair et en os, ça s'est constitué à la base avec quelques traducteurs de l'édition et de l'audiovisuel, parce que voilà, ça a commencé comme ça. Après, le collectif s'est étoffé, c'est un peu diversifié aussi, donc maintenant on a aussi des traducteurs, surtout du domaine pragmatique comme Laura, on a aussi une libraire, on a une enseignante en traduction. Voilà, donc ça s'est un peu diversifié et notre propos porte sur toutes les traductions. Ok. Voilà, c'est pas limité. Ça dépasse carrément la traduction littéraire. Oui, bien sûr. Et nos collectifs sont pas opposés en fait, ils sont complémentaires. On n'est pas sur les mêmes canaux et on n'est pas toujours sur. Voilà, on cible pas les mêmes publics ou les mêmes problèmes, mais en fait c'est complémentaire. D'accord. Et donc du coup, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux questions de l'IA en traduction ? Donc oui, Pauline. Alors moi, en ce qui me concerne, ça a commencé au sein justement du STA, donc que je mentionnais tout à l'heure, qui est le syndicat des travailleurs et travailleuses artistes-auteurs. Donc en fait, en 2022, j'ai rejoint le groupe de travail sur l'IA de ce syndicat, qui a abouti à la rédaction de la tribune qui est parue en novembre 2022. En fait, à ce moment-là, c'était pas encore un très gros sujet dans le milieu de la traduction d'édition. Parce qu'on commençait à voir par-ci par-là quelques propositions de missions de post-édition, mais ça restait très marginal. Le discours global, c'était un peu c'est de la mauvaise qualité, ça nous menace pas trop, ça nous concerne pas. On en parlait assez peu, et puis c'était aussi avant ChatGPT, avant le déferlement de tout ça, de l'IA générative vraiment au niveau du grand public. Donc je pense que c'est à ce moment-là en fait, donc dans un contexte syndical en fait, que j'ai vraiment saisi en fait l'ampleur de la menace, et puis que en fait, ce qu'il y avait derrière ça, ce qui était en jeu, c'était l'automatisation de nos métiers. En fait. Oui, carrément. Oui, c'est ça. De A à Z, ce sera plus que juste des missions par-ci par-là. C'est la structure même comment on enseigne. En fait, c'est quelque chose, je pense qu'on en reparlera plus tard,
sur les risques justement sur l'impact de l'IA sur l'enseignement de la traduction. Et Laura? Oui, alors moi, je m'intéresse depuis très 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 longtemps aux idées technocritiques. Donc l'IA m'est tombée dessus assez naturellement en fait, bien avant le buzz ChatGPT. En fait, de formation, je ne suis pas traductrice, je suis germaniste et je suis j'étais spécialisée pendant mes études en ce qu'on appelle en histoire des idées. Et donc, à cause de l'histoire des idées, en fait, tout ce qui est à la mode, déjà, m'intéresse beaucoup. Parce que quand quelque chose est à la mode, je m'intéresse aux idéologies sous-jacentes, on va dire. Je me dis, mais ok, c'est très intéressant tout ça, mais ça vient d'où? Je m'intéresse beaucoup à l'histoire du progrès en particulier. Donc là, en ce moment, c'est pas particulièrement intéressant ce qui se passe parce que le progrès, on l'oublie souvent, mais c'est une idéologie qui influence absolument tout, en fait, dans la société. Et donc, je trouve que l'histoire du progrès, c'est super intéressant pour comprendre notre époque. Je m'intéresse aussi à l'histoire du travail, qui est liée en fait à l'histoire du progrès. Et par ailleurs, je suis assez proche du mouvement écologiste, plutôt radical, libertaire. Donc, dans ce domaine-là aussi, en fait, les idées technocritiques sont très, très importantes. Et avant d'être dans les collectifs, en fait, j'avais commencé à écrire des articles aussi en mon nom propre, on va dire. Où je proposais une autre voie que j'ai appelée la slow translation, tout un peu comme la low-tech dans ce genre de... Ouais, c'est ça. Tout en précisant que le terme était marketing, mais que c'était voulu aussi en fait pour se positionner. Okay. Je suis pas forcément fan de l'idée de comment dire. Enfin, je suis d'abord technocritique et après je pense à notre positionnement, disons. Mais les deux sont importants pour moi. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire sur ce que j'ai appelé la slow translation, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est notre rapport au temps. Parce que, je le dis toujours, je l'ai dit d'ailleurs aussi au contre-sommet, je crois, avec le collectif, en fait, l'IA, c'est un symptôme, c'est pas nouveau, enfin, c'est nouveau en soi, mais c'est surtout un symptôme de l'accélération complètement malade de nos existences et du monde du travail en particulier. Oui. Un peu comme une réitération de ce qui s'était passé pendant les révolutions industrielles, et ce côté où le temps devient de l'argent, et là c'est encore plus réduit. En fait, on est encore en plein dedans, c'est juste que ça prend d'autres formes. Et donc, en plus, moi, alors, peut-être une parenthèse personnelle, j'ai vécu un cas assez particulier, je pense, dans notre secteur, qui n'arrive pas souvent. C'est qu'en début de carrière, alors que je n'ai pas du tout étudié, enfin, je ne me suis pas spécialisée en traduction, et malgré ça, en début de carrière, j'ai eu à la fois des clients directs assez importants et des agences de traduction. J'ai eu beaucoup de chance, en fait. J'avais un bon réseau. Et en fait, j'ai été fascinée par le décalage temporel entre les deux. C'est-à-dire que quand on travaille en direct, on a le temps, en fait. Normalement, il y a des exceptions, il y a des urgences, etc. Alors que quand on travaille pour les agences de traduction, c'est l'urgence permanente. Il faut tout livrer pour le lendemain. C'est un stress pas possible. Enfin, moi, ça me rend malade. Il n'y a pas de dialogue avec le client, au final. Exactement, parce que c'est juste... Oui, c'est toujours aller au plus vite. Il ne faut surtout pas communiquer. De toute façon, c'est une perte de temps en communiquer. Donc voilà, etc. Et le temps, c'est de l'argent, comme on le sait. Et moi, c'est ce rapport au temps qui m'intéressait. Et l'IA, quand elle est arrivée, j'ai tout de suite compris que ça aurait des conséquences énormes sur notre travail, bien sûr. Super. Vous pouvez lire l'article très intéressant de Laura qui est en ligne, je crois, qui est paru dans la revue Traduire en 2022 sur la slow translation. C'est ça, juste avant le buzz ChatGPT, et puis après, il y a eu ChatGPT, et c'était un peu la mon Dieu, on vient de réaliser. C'est vrai. Ça m'amène un peu à ma prochaine question. Donc, considérez-vous que l'IA a atteint un plateau? Est-ce que, certains parlent d'un hiver de l'IA? Si c'est le cas, quels sont les signes qui nous l'indiqueraient? Donc l'hiver de l'IA, on en a parlé avant, donc c'est un terme qui désigne deux époques de grosses coupes budgétaires et de perte d'intérêt total pour l'intelligence artificielle en tant que discipline, parce que c'est une très très vieille discipline, le terme est apparu dans les années 50. Donc il y a déjà eu deux périodes, j'ai encore oublié les dates, dans les années 70 je crois, et puis des années 80 aux années 90, il y a eu deux hivers. Et assez régulièrement, on entend dire que peut-être il va y avoir un nouvel hiver. Moi, je ne suis pas devin, donc personne en fait n'est devin. C'est très compliqué de parler au futur. Oh, et d'ailleurs, c'est quand on regarde en fait alors moi je les appelle les marchands d'algorithmes. Les marchands d'algorithmes parlent toujours au futur. Ils nous disent toujours. Ils promettent beaucoup de choses. Dans 3 ans, vous verrez, ça va être super, etc. Donc les gens sérieux ne parlent pas au futur. Mais dans tous les cas, les spécialistes de la traduction automatique neuronale, donc c'est-à-dire des systèmes actuels,
disent depuis quelques années déjà que on a sans doute atteint un plateau ou on va bientôt atteindre un plateau. C'est par exemple le cas en France de Thierry Poibaud, qui est sur cette ligne. Et je pense aussi, d'un point de vue technique, c'est assez logique en fait, parce que les systèmes actuels, ce sont des systèmes probabilistes. Donc, d'un point de vue mathématique, les probabilités, ça ne permet d'obtenir que des résultats que permettent d'obtenir les probabilités. On ne pourra pas aller plus loin que ça. C'est soit on change de système. C'est pas exponentiel, c'est fini. C'est de la statistique au final. C'est des stats. Ouais. Donc, tant qu'on reste sur ces systèmes, on ne pourra rien changer de fondamental en fait. Donc, soit on développe d'autres systèmes, et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de piste. Et voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas de raison que ça s'améliore en profondeur. En plus de ça, il y a un problème surtout depuis le buzz ChatGPT qui s'appelle l'effondrement des modèles. Donc en anglais, model collapse. Ça, c'est les modèles algorithmiques, c'est ça ? Ouais. Donc on parle aussi d'effet Habsbourg. Moi, j'aime bien cette expression, je la trouve amusante. En plus, j'habite en Autriche. En fait, donc ça désigne le fait que de plus en plus, à cause de la mode de l'IA, en fait, il y a de plus en plus de données synthétiques sur Internet, c'est-à-dire des données qui sont déjà produites par l'IA. Et en fait, de plus en plus, les systèmes vont se nourrir avec ces données. Donc, ils vont se nourrir avec leurs propres données. C'est pour ça l'effet Habsbourg. Ça fait un pool génétique assez réduit. Exactement. Et l'IA est en train de se cannibaliser. Exactement. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que ça inquiète beaucoup et ils ne savent pas trop encore comment faire parce qu'on ne peut pas tout trier à la main, c'est trop long, etc. Donc voilà, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est possible. Et je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques mois dans la presse, ça parlait dans la presse économique en particulier, ça parlait beaucoup de bulles spéculatives. D'accord. Donc, dans le monde économique, on commence à se demander est-ce que ça ne serait pas une bulle spéculative. Moi, je suis en train de traduire des articles qui parlent de ça aussi, justement. Ça tombe très bien. Donc, tous les actionnaires vont à un moment donné dire OK, on arrive à un plateau où ça ne sert plus à rien d'investir, donc on va sortir tout. C'est ça. Oui, OK. Parce que les commerciaux, en fait, ils vendent par exemple des gains de productivité de 50, 70%, des chiffres complètement délirants, en fait. Et les personnes qui investissent... C'est attractif, Les structures qui investissent se rendent compte que les gains de productivité ne sont pas aussi énormes, en fait, voire sont inexistants dans certains domaines. Donc, ça commence à voir. Mais après, même s'il y avait un hiver de l'IA, ça ne veut pas dire que les gadgets qui existent déjà vont disparaître. Ça, c'est important. D'accord. Les gadgets qui existent, ils sont là. Ça, c'est... C'est partout, on le voit sur pratiquement tous les smartphones, sur tous les ordinateurs. Exactement. Oui, et puis une fois métiers. que c'est inséré dans le fonctionnement de certains systèmes, certaines institutions, on s'y habitue. Et voilà. Ça risque de rester aussi. Oui. Peut-on encore faire de la traduction généraliste ? Est-ce qu'une disparition du moyen de gamme en traduction pragmatique aujourd'hui, est-ce que c'est possible ? Alors, le terme généraliste, je le trouve toujours très compliqué parce que je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire. Si ça signifie qu'on accepte, donc en traduction pragmatique, qu'on accepte tout ce qui vient, la question reste difficile parce que, en fait, on entend souvent dire dans le secteur pragmatique qu'il faut se spécialiser pour réussir, etc. Sur le fond, nous, on est d'accord dans le collectif. Le problème, c'est qu'en début de carrière, c'est compliqué de se spécialiser. Justement, on arrive sur le marché, par définition... On prend les contrats qu'on a, quoi. C'est ça. Oui, effectivement. Si déjà on trouve du travail, on est content. Donc, en général, beaucoup de personnes en début de carrière ont tendance, quand elles essayent de se spécialiser, elles choisissent en fait leur centre d'intérêt. Mais ça, c'est assez limité aussi, parce qu'il y a deux solutions. Soit il n'y a pas de travail dans ce domaine, ou soit il y a des centres d'intérêt qui plaisent à tellement de gens que tout le monde va dire « je me suis spécialisé dans le féminisme et l'écologisme », par exemple. Ça, c'est des bons exemples parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Donc, ça peut être assez limité aussi. Donc, traduction généraliste, je ne vais pas rejeter totalement l'idée, mais disons que, en fait, je pense qu'en début de carrière, le mieux, c'est de rester ouvert, de voir ce qui se passe, qu'est-ce qui vient, etc. Et de se spécialiser sur le tas. De toute façon, quand on travaille en direct, c'est ce qui se passe, parce que quand on travaille en direct, notre numéro de téléphone, il circule. Les gens nous appellent et puis parfois on prend, parfois on prend pas. Mais en tout cas, il faut rester ouvert même en fait après 10 ans de carrière, je pense. Et la disparition du moyen de gamme, donc c'était dans la question, c'est ça, la disparition du moyen de gamme. Alors selon nous, c'est pas vraiment lié à cette idée de généraliste ou pas généraliste. C'est plutôt une question donc à la fois de positionnement et de collaboration avec les agences. C'est-à-dire qu'en fait, depuis très longtemps, le marché pragmatique est très segmenté. Et ça, on n'a pas eu besoin de l'IA pour ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 3 groupes. Il y a le low cost, il y a le moyen de gamme et il y a le haut de gamme. Moi, personnellement, je déteste ces mots comme le haut de gamme, etc. parce que je considère qu'une traduction est bonne
ou non, point. Mhm. Donc, ça devrait même pas exister, mais de fait, il y a clairement une segmentation sur le marché. Ouais. Et en fait, l'IA, on a l'impression, nous, d'observer avec l'IA, c'est que l'IA est en train de polariser le secteur au profit du low cost. C'est-à-dire, Ok. on pense que de plus en plus, il va y avoir un énorme marché low cost, un petit marché haut de gamme, et donc au détriment du moyen de gamme, en fait. C'est très possible que le moyen de gamme disparaisse. Après, est-ce que c'est durable? C'est la question, parce que la polarisation sur le low cost, c'est très court-termiste, en fait. Il y a déjà des agences qui coulent, et je pense que les agences qui font le choix du low cost, c'est pour ça que j'ai parlé de positionnement, je pense que beaucoup vont couler à moyen terme. Parce que c'est pas tenable. En fait, il y a des clients qui ont des besoins sérieux. C'est important de le dire. Le problème, c'est pas les clients, c'est les sous-traitants qui sont pas sérieux, en fait. Enfin, certains qui sont pas sérieux. Et donc, à voir ce qui se passe à moyen terme, mais je pense que ça va pas tenir. Du coup, ces traductions low cost, ce qu'on appelle low cost, ça prend en compte aujourd'hui un peu la post-édition aussi. Enfin, la post-édition de traduction machine. Et récemment, moi, j'ai terminé mon master l'année dernière, et l'un des cours qu'on avait en master de traduction, c'était sous un label européen qui s'appelle le Master européen en traduction, ou EMT. Et en fait, donc dans la post-édition, on fait on retravaille des textes qui ont été traduits automatiquement, entre parenthèses, par ou bien des Large Language Models, des LLM, comme ChatGPT ou LID, ou bien des logiciels de traduction automatique. Donc, maintenant que c'est enseigné à un niveau quasiment global, la post-édition, est-ce que, à votre avis, c'est une bonne ou une mauvaise chose pour les futurs traducteurs Alors, pour moi, clairement, une mauvaise chose. Je pense que la première mission d'un master de traduction ou d'une formation en traduction, c'est d'apprendre à traduire. Et je pense que si on sait traduire et qu'à un moment dans sa carrière, on est contraint de faire de la post-édition, on sera capable de le faire. Et que si on ne sait pas traduire, on ne sera pas capable de bien post-éditer non plus. Oui, en fait, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse voir ça comme quelque chose de souhaitable et d'enthousiasmant, que les étudiants soient amenés à faire de la post-édition quand on a fait une formation de traduction. Je pense que l'université, en fait, et les formations ont vraiment une mission déjà une responsabilité aussi de transmission d'une discipline, parce que c'est ça aussi qui est en jeu. Complètement, c'est une vocation. Oui. Et puis de préserver aussi et de transmettre des savoir-faire et des disciplines, parce que je pense qu'il ne faut pas négliger qu'il y a quand même un vrai risque de perte aussi de savoir-faire à l'échelle de la société, et de savoir-faire et de capacités cognitives aussi, en fait. C'est comme tout, si on ne traduit plus, on ne sait plus traduire, et c'est pareil pour tout. L'argument souvent de ce genre de label, c'est d'essayer de préparer la nouvelle génération à travailler sur ce genre de format. Mais est-ce que c'est un argument en fait qui est vraiment recevable? Est-ce que c'est pertinent? Ce qu'il y a, c'est que moi, je pense que l'université a quand même pour vocation de préparer, de former des spécialistes, et non pas de se laisser dicter en fait ses programmes par les grandes entreprises de la tech et le dernier produit qui sort. En fait, il faut pas confondre non plus la recherche scientifique et l'innovation commerciale, parce que en fait, si les formations universitaires se mettent à suivre le dernier produit qui sort, c'est problématique aussi en termes de perte de savoir-faire. De qualité d'enseignement aussi. Et de qualité d'enseignement. Et même pour les étudiants, je trouve que ça a quelque chose d'assez violent que de les préparer d'emblée à se plier à la violence du marché du travail. Parce que ces exigences finalement de ces grandes entreprises, quoi. Disons que quand on écoute des témoignages de traducteurs qui ont fait de la post-édition pendant longtemps, on en a beaucoup qui nous disent qu'au bout d'un moment, on se met à douter de ses propres compétences, qu'on ne sait plus écrire, qu'on ne sait plus traduire, qu'à force d'être sans arrêt dans des sorties machines générées par la machine, on ne sait plus distinguer un bon texte d'un mauvais texte. Et tout ça, c'est quand même, c'est quand même préparer une perte de confiance en ses capacités de professionnel aussi. Donc évidemment, on va nous rétorquer, il ne faut pas faire l'autruche, et voilà, et la traduction automatique est là, certes.
Mais ce qui pourrait se passer en fait dans les formations, et c'est ce que certains professeurs font, et c'est très bien, c'est d'apporter une approche technocritique aussi, et d'outiller en fait les étudiants et les futurs traducteurs à de les aider à comprendre ce qui se passe, de les aider à se positionner aussi en tant que professionnels qui pourront s'appuyer sur leur savoir-faire pour communiquer, pour s'imposer dans le contexte qui est celui qu'il est, quoi. Donc, je sais pas, le label, je pense que les formations sérieuses peuvent aussi décider de s'en passer. Ouais, si je peux ajouter quelque chose à titre personnel, je comprends même pas la logique en fait, parce qu'on parle de 5 ans d'études après le baccalauréat, donc des universités qui disent aux jeunes et à leurs parents venez faire 5 ans d'études après le bac pour apprendre à travailler de manière ubérisée. Je comprends pas l'intérêt. Et ça aussi, je pense que c'est très court-termiste. De toute façon, tout est très court-termiste par rapport à tout ça. Il y a vraiment, on n'arrive pas à penser à long terme, mais c'est un des gros problèmes. Parce qu'en fait, il y a des gros problèmes d'attractivité en ce moment. Certains universitaires disent que c'est pas vrai, etc. Je l'entends autour de moi. Je rencontre des jeunes en Autriche qui disent je rêvais d'être traductrice, mais finalement, je vais pas étudier ça. Ou alors, c'est leurs parents qui leur déconseillent, etc. D'accord. On a déjà des problèmes d'attractivité. Oui. Si l'université se met à apprendre à travailler comme à l'usine, parce que c'est de ça qu'on parle, ça va renforcer les problèmes d'attractivité, clairement. C'est pas sérieux. Et moi, j'entends tout à fait le discours qui dit qu'il ne faut pas faire l'autruche. Je suis totalement d'accord avec ça. Je considère que l'université ne devrait pas apprendre à postéditer parce que la postédition, ce n'est pas un travail professionnel. Ce n'est même pas un travail, quoi. C'est une tâche, comme on dit dans ces milieux-là, en fait. C'est une tâche. C'est aliénant, c'est désagréable, etc., etc. Par contre, ne pas faire l'autruche, oui, bien sûr. Mais dans ce cas-là, donc, comme l'a dit Pauline, déjà, on peut apporter un bagage critique qui leur permettra de se défendre, de se positionner, etc. Et on pourrait... peu plus comme une sensibilisation à ce genre de pratique. Quitte à faire la postédition pour leur montrer pourquoi il ne faut pas en faire. Ça serait intéressant, en fait. Un travail critique en le faisant, parce qu'on comprend mieux les choses quand on les voit et quand on les teste. Ça, je suis d'accord. Et je pense aussi que ça serait intéressant de donner des cours de mathématiques appliquées, en fait, pour que les futurs traducteurs et les futures traductrices comprennent exactement comment fonctionnent ces systèmes. Alors, pas au niveau d'ingénieur, etc., mais quand même essayer de comprendre le maximum. Des probabilités, histoire de voir quand on prend un corpus qui sera celui sur lequel l'IA va se baser, un corpus comparé donc avec... Prenons par exemple un texte anglais, un texte français équivalent. Quelles sont les probabilités qu'il va sortir cette même formulation, cette même phraséologie ? Exactement. Et voilà, en fait, comme on dit, on sent on va sentir que c'est une traduction machine et non pas une traduction humaine. Et en fait, quand on comprend le système, quand on a une formation assez solide en ce qu'on appelle le deep learning, en fait, l'apprentissage profond, on comprend automatiquement plus facilement d'autres choses, justement ce genre de choses, par exemple. Pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça pourra pas être mieux demain ou pas beaucoup mieux demain, etc. C'est assez facile après à comprendre. Alors j'imagine que des cours de maths dans des filières plutôt littéraires ou linguistiques, ça fait peur, mais c'est pour ça l'idée d'appliquer, en fait, c'est appliquer à la traduction et à l'informatique actuelle. Parce que, en fait, le discours des universitaires qui disent qu'il ne faut pas faire l'autruche, c'est souvent aussi de dire il faut apprendre... aux futurs professionnels à utiliser ces outils. Mais en fait, quand on apprend à utiliser un logiciel ou un algorithme qui est développé par une société privée et dont le code n'est même pas disponible, on n'apprend pas à le maîtriser, en fait. On apprend à devenir un consommateur. Et ça, tous les ingénieurs vous le diront, en fait. Utiliser bêtement quelque chose en tant que consommateur, c'est pas maîtriser un outil. Et donc, moi, je pense pas que l'université ait vocation à transformer les jeunes en consommateurs. C'est même plutôt grave, en fait. Si c'est ça le rôle de l'université, je trouve ça assez grave et ça doit être dénoncé. L'intelligence artificielle, justement, est souvent perçue comme étant quelque chose d'incontournable, un moteur essentiel du progrès. Enfin voilà, ce sont des choses qu'on entend souvent. Comment pouvons-nous lutter contre cette idée reçue et sensibiliser les traducteurs et les traductrices à ces limites, les limites de l'IA ? Alors, c'est très compliqué comme question. Je vais essayer de faire court, mais ça va être dur. Non, je pense que en fait, c'est très compliqué parce que, comme je l'ai dit au début, le progrès, c'est un peu l'idéologie, voire je dirais la religion dominante de notre civilisation. Donc, c'est très compliqué. Et pour cette raison, je pense qu'il faudrait que de plus en plus de personnes s'intéressent aux penseurs et aux penseuses technocritiques
et puis à toutes ces choses dont j'ai parlé au début, l'histoire du travail, l'histoire de la technique, etc. Parce qu'en fait, tout ça, ce sont des ressources vraiment précieuses pour comprendre d'où nous viennent toutes ces idées, le progrès, etc. etc. Ces idées qui bloquent totalement en fait, notre pensée, notre imagination, donc c'est assez gênant. C'est vrai que pour un traducteur, une traductrice, perdre son imagination, c'est presque une fatalité au final. Bah ouais, d'autant plus. Ouais. Comment est-ce qu'on reconstruit, comment est-ce qu'on déverbalise si au final tout est schématisé? Ouais, d'autant plus, ouais, je trouve que notre métier consiste aussi à... pour moi, un traducteur, une traductrice, c'est une personne qui adore le vocabulaire, les mots, les notions, etc. et qui s'interroge sur leur histoire, c'est intéressant. J'ai pris l'exemple de la phrase on n'arrête pas le progrès, que vous connaissez bien, je pense. Ouais. Cette phrase-là, c'est un cliché. Moi, quand je l'entends, j'ai envie de rigoler. C'est pas sérieux. Et en fait, cette phrase, historiquement, on la doit au lobby automobile, par exemple. Et quand on le sait, c'est intéressant. En fait, donc c'était par l'intermédiaire des clubs automobiles quand les premiers véhicules personnels sont apparus, parce que quand les premiers véhicules personnels sont apparus, déjà très très peu de personnes s'achetaient ça. C'était des gens très 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 riches, donc les autres gens, ils en voulaient pas. Ils ont le temps de faire des rallyes, voilà, tout ça. Ouais. Et donc les autres gens, ça les embêtait parce qu'en fait, leurs enfants pouvaient plus jouer dans la rue, c'était dangereux, ça sentait mauvais, ça faisait du bruit, ça tuait les gens aussi beaucoup au début. Il y avait énormément d'accidents. Et donc, pour passer les véhicules personnels au forcing, les clubs automobiles ont lancé une énorme opération de propagande. Ils ont fait d'autres choses assez horribles, et notamment autour de cette idée on n'arrête pas le progrès. Donc voilà. Je trouve que c'est juste un exemple, mais en fait, l'histoire de la technique, c'est extraordinaire pour comprendre tout ça. Et donc moi, ça me gêne un peu qu'on reprenne des phrases qui ont été développées par des groupes à qui on doit justement, par exemple, la destruction de l'environnement. J'ai pas envie de reprendre leurs phrases en fait, donc ça serait bien de les interroger, ces phrases. Et voilà, après, une chose qui est importante peut-être à comprendre pour rester quand même optimiste, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme technologique. Ça veut dire concrètement que ce n'est pas parce que hier il s'est passé certaines choses, par exemple ce n'est pas parce que hier le lobby automobile a réussi son coup, que demain ça sera pareil. Ça n'a pas de sens historiquement. C'est en fait le monde dans lequel on vit, il repose sur des choix, sur des rapports de force, etc. Et rien n'est fixé, rien n'est écrit en fait. Donc on peut bouger. Je pense que même c'est une bonne source de motivation pour s'engager et essayer de faire bouger les choses. Voilà. Juste pour finir sur les idées technocritiques. Je pense que ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'elles permettent de faire ce que nous on appelle un pas de côté en fait. Ça permet vraiment de se décaler de tout ce qui se passe, de tout ce bruit, de regarder tout ça et d'essayer d'y réfléchir sérieusement, parce qu'en fait, en plus tout ce qui se passe en ce moment, c'est quand même assez inquiétant. Hein. L'appauvrissement du langage, ça nourrit le fascisme, on le sait très bien. Vu ce qui se passe en ce moment, il serait peut-être quand même temps de s'inquiéter. On a le traducteur Olivier Manoni qui a écrit un livre sur le sujet. Il fait un lien très clair entre le fascisme et l'appauvrissement du langage. Donc, vu que le recours à la traduction automatique ou à l'IAG, etc., appauvrit de fait le langage, il serait quand même temps d'ouvrir les yeux et d'arrêter de se cacher derrière des phrases qui sont creuses, en fait. Enfin, des phrases comme on n'arrête pas le progrès, c'est vraiment très creux. Et un levier qui est intéressant, peut-être notamment auprès des jeunes, c'est la crise environnementale. Ça, historiquement, c'est assez nouveau. Alors, c'est pas nouveau dans le sens où c'était déjà là avant en fait, c'est juste que les gens n'en parlaient pas ou le savaient pas, etc. C'était peut-être plus niche, c'était cantonné à certains mouvements écologistes. Alors que là, il y a une grosse prise de conscience, donc profitons-en en fait, utilisons ça comme levier, parce que là, la grosse mode de l'IA en fait, à moyen terme, clairement, ça va coincer, c'est pas possible en termes d'énergie. Il y a quelques jours ou quelques semaines, il y a Luc Julia qui est donc le co-créateur de Siri, donc c'est quand même pas un technophobe, hein, c'est un des plus grands spécialistes de l'IA actuelle, donc on va pas lui reprocher d'être technophobe. Il a dit dans un entretien que à moyen terme, il va falloir se passer l'IAG, ça va coincer en termes d'énergie, il voulait dire. Donc voilà, ça c'est. Est-ce que c'est parce que c'est à une échelle trop grande désormais, il y a trop de personnes qui l'utilisent, donc du coup les besoins énergétiques sont devenus incontrôlables, dans le sens où on peut même pas pallier. De toute façon, si là on est dans un mouvement où on essaie de mettre de l'IA partout, même pour la plus simple des tâches, mais en fait l'IA c'est pas magique, on a l'impression que c'est tout propre et que ça fonctionne tout seul, mais pas du tout. Ça a un coût écologique qui est vraiment conséquent en consommation d'énergie, en eau aussi. Il y a des énormes conflits sur l'eau parce qu'il faut énormément d'eau pour refroidir les data centers. Et puis il y a
un énorme boom en ce moment aussi de l'exploitation minière parce que il faut bien du cobalt, du lithium, enfin tous ces métaux critiques pour faire fonctionner ces technologies. Oui, c'est un coût énergétique qui est conséquent et qui est très matériel en fait. C'est pas du tout. C'est pas du tout artificiel et immatériel comme on peut en avoir l'impression. On s'en rend pas forcément compte parce qu'en fait tout ça c'est hors de notre champ de vision en fait quand on utilise l'IA. Oui, c'est tout propre, c'est au bout des doigts. Vu que ça se passe très vite, on a l'impression que ça se fait très vite, mais au final il y a énormément d'étapes et ces étapes ont, comme vous dites, des conséquences planétaires. Ouais. Et on a des conséquences planétaires écologiques, mais on peut aussi parler du bilan humain des guerres qui sont déclenchées par rapport justement aux exploitations minières. Oui. Ouais. Et le bilan humain, il est chez nous aussi. Hein. Alors évidemment pas dans les mêmes proportions et dans les mêmes. Mais ça me parce que je pense là au data center. En fait, le président de la République française a annoncé la construction de plein de data centers en France, donc c'est une catastrophe. En jouant en plus la carte de la souveraineté, alors que certains sont construits en fait. Il y en a un auquel je pense par le Canada, donc c'est pas parce qu'ils sont en France qu'il y a une souveraineté en fait. Déjà ça c'est absurde. Il y en a un qui va être construit, un énorme data center qui est prévu là dans la ville où j'ai fait mon lycée. Donc ça me touche d'autant plus. C'est une ville extrêmement pauvre. Et c'est une région déjà extrêmement polluée. Et c'est pour ça qu'ils le mettent là-bas, parce que c'est chez des gens pauvres, donc ils vont pas se défendre, ils vont rien faire. On va jouer le chantage à l'emploi, comme d'habitude. Comme c'est une région où il y a énormément de chômage, on dit aux gens, regardez, c'est super, vous allez avoir du travail. Ça va créer du dynamisme. Exactement. Oui. Ouais, et puis le terrain est pas cher. Donc comme le terrain est pas cher, parce que c'est pauvre, évidemment, c'est super. En plus. Ouais. Donc voilà, ces horreurs dont personne ne veut, ça fait du bruit, en plus les data centers, donc c'est assez désagréable. Et ben on va les mettre chez les pauvres. Voilà. Donc un impact humain très dévastateur. Ouais. Et au fond, je dirais que au niveau du progrès, si on regarde un peu, c'est une idée du progrès qui est surtout basée sur une idée de quantité plutôt que de qualité en fait. Parce que par exemple, en traduction, l'IA, très clairement, ça nous est inutile, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, on peut s'en passer. On s'en a est passé cerveau, depuis longtemps. nos dictionnaires, etc. On utilise certains outils, mais certainement pas ça. On a tout ce qu'il faut pour traduire. Donc en fait, l'avantage, entre guillemets, que ça pourrait apporter, c'est qu'on peut traduire tout de suite, dans des quantités infinies et presque instantanément. Mais est-ce que vraiment on a besoin de ça, en fait ? Et ça génère aussi, en fait, on en parlait sur Internet, une autre forme de pollution, en fait, puisque Internet est de plus en plus pollué par des contenus synthétiques qui ne sont même pas du vrai langage, en fait, qui sont des suites de mots générés comme ça, qui ne résulte pas de l'intention de quelqu'un qui voulait dire quelque chose, dont personne ne porte la responsabilité. Bien sûr, ça devient presque comme une langue de bois synthétique. Donc c'est au prix, bien sûr, de la qualité. Donc ça, c'est pas du progrès. Et d'ailleurs, je trouve qu'on s'en rend compte, même nous, en tant que traducteurs, quand on fait ne serait-ce que des recherches documentaires ou des recherches d'expression. En fait, moi, je sais que ça m'arrivait parfois je me demandais ça, est-ce que ça se dit dans quel contexte ? Et on cherchait sur Internet. Et j'ai l'impression que depuis peu de temps, moins d'1 an, c'est quasi plus possible de faire ça, en fait. Puisqu'Internet est complet. On trouve tout, en fait. Plus en plus ça, Internet. C'est pollué par du langage qui n'en est plus, des traductions complètement calquées d'autres choses. Et le fait de trouver une expression sur Internet, ça n'a plus de sens maintenant, en fait. Est-ce qu'il existe des ressources comme des corpus où l'on pourrait trouver des équivalences si l'on creusait avec les outils dont on dispose, avec un contrôle F par exemple, chercher une expression dans un corpus, essayer de trouver l'équivalent, une traduction existante? Oui, bien sûr. Après, il y a moyen de contourner ça. Mais c'était plutôt pour illustrer le fait qu'en fait, le langage humain est de plus en plus difficile à trouver sur Internet, en fait. Ce qu'on en nomme en fait le facteur humain, donc nos capacités créatives, notre empathie, notre compréhension des nuances culturelles, tout ce qui fait au final la traduction et la localisation, est-ce que c'est un argument suffisant contre l'IA ? Alors, moi je travaille beaucoup en direct, je travaille beaucoup pour des clients directs. Et donc pour cette raison, j'ai l'habitude de parler avec des gens qui ne comprennent absolument pas la traduction. Qui s'en fichent royalement en plus, et moi ça me dérange absolument pas. Donc chacun s'intéresse à ce qu'il veut, ça me dérange pas qu'il s'intéresse pas à mon métier. Donc j'ai pas le temps d'en expliquer en détail ce que je fais, etc. Il faut communiquer, mais il y a certaines limites quand même.
Dans tous les cas, je peux vous assurer que même en relation directe, en fait, les arguments de la créativité, de l'humain derrière, etc., ça ne sert absolument à rien. Euh, je vais vous donner peut-être un exemple concret. Si j'ai un client demain qui me contacte pour traduire une brochure de 50 pages sur le désherbage mécanique dans l'agriculture biologique, si je lui dis, oh, vous savez, ma créativité va beaucoup apporter à votre texte, je pense qu'il va me regarder avec des grands yeux, qu'il ne va pas comprendre. Moi non plus, je ne vais pas comprendre. Voilà, donc je pense sans doute dans certains secteurs, mais c'est vraiment quoi, 1% du secteur peut-être, même pas dans la publicité par exemple. Pourquoi pas? On peut faire valoir ça. Mais il y a certaines niches où ça peut être valorisé, mais pour la grande majorité des domaines de traduction technique ou pragmatique, non. Non, clairement pas. Parce qu'en fait, le problème, il n'est pas là, tout simplement. Le problème, comme Pauline l'a déjà dit, c'est que l'IA ne nous sert strictement à rien et ne nous permet pas d'obtenir des traductions de qualité professionnelle, même si on repasse derrière. Et ça, les clients directs, en général, le comprennent très bien, contrairement à ce qu'on pense souvent quand on ne travaille pas en direct. Ce qui complique les choses, c'est vraiment les discours marketing, alors à la fois des marchands d'algorithmes, comme je les appelle, et aussi des sous-traitants peu vertueux, donc les agences de traduction low cost, qui racontent absolument n'importe quoi. C'est surtout ça le problème, et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Parce qu'ils alimentent du coup en fait cette idée que l'IA pourrait amener ou pourrait être équivalent à une traduction humaine. En fait, le problème vient de là, au final. Oui, exactement. Si vous regardez les sites des agences aujourd'hui, c'est rigolo parce que certaines n'osent même plus dire post-édition parce qu'elles savent très bien que post-édition, on entend traduction ultra low cost. Alors, elles inventent des mots comme traduction augmentée, des choses comme ça. C'est très rigolo. Mais donc, c'est du bullshit complet. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais donc ça, le problème, c'est que ça embrouille, en fait. Après, les clients, c'est très compliqué parce que, par exemple, si la traduction est vers le français et qu'ils n'ont personne en interne qui parle le français, ils peuvent se faire avoir pendant 5 ans ou plus. Oui, parce que les projets sont de longue durée et ils font rappel toujours aux mêmes agences. Oui, il me semble que c'était Accolade et RWS qui parlaient aussi de post-localisation, où en fait ils vont créer du contenu dans toutes les langues à partir de rien. À partir de l'IA, à partir de l'IA, mais bon. Ouais, mais les clients finissent par s'en rendre compte parfois. Moi j'ai bien avant la mode de l'IA, en fait, j'ai été contactée par des entreprises, donc en direct, qui ont été extrêmement choquées par les pratiques des agences, qui veulent plus du tout entendre parler des agences. Ça, je trouve ça très positif et ça donne de l'espoir quand même. Et donc, en fait, elles ont... Ceux qui veulent se lancer en indépendant, les personnes qui veulent se lancer en indépendant. Après, elles sont vraiment effrayées par les agences parce que les pratiques sont épouvantables chez beaucoup d'agences, pas toutes, mais beaucoup. Et donc, ces entreprises, après, activent leur réseau pour essayer de trouver des gens en direct. D'accord. Moi, j'habite dans un tout petit pays, j'imagine que ça fonctionne mieux. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et les entreprises qui ont des besoins sérieux, elles sont nombreuses. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller embrouiller le discours avec cette idée de soft skills, parce que c'est pas ça le problème en fait. Et ces idées d'empathie, etc., je pense que en fait, ça s'inscrit dans la grande mode des soft skills qui sont en ce moment utilisés comme cache-sexe en fait, pour ne pas dire qu'on est en train de détruire le savoir-faire de nombreux travailleurs, de nombreuses travailleuses dans plein de domaines en fait, pas seulement dans le nôtre. Et que donc, pour beaucoup de gens, en fait, à cause de ces problèmes, leur métier n'a plus aucun sens. Leur métier devient une souffrance. Et donc, pour cacher ça, pour ne pas parler de ça, on parle des soft skills. Mais c'est n'importe quoi. Et je pense vraiment qu'il faut s'en méfier. Ceci dit, si vous avez des qualités particulières ou un tempérament particulier que vous voulez mettre en avant à titre personnel pour diverses raisons, alors faites-le. Mais voilà, il faut que ce soit sincère. Mais ne croyez pas que ça va... Je pense que c'est assez naïf de croire que ça va changer les choses par rapport à l'IA. Vaut mieux pas se comparer à l'IA au final. Non, ça n'a aucun sens. On joue pas sur le même terrain. Exactement, ouais. Alors, moi je serais pas aussi catégorique que toi, mais je pense que ça vient aussi de mon domaine de travail et des textes que je traduis. Pour ce qui est du... Oui, en fait, ta question, c'est en gros, est-ce qu'une compréhension humaine fine par un être de chair et de sang, avec une expérience, un vécu, un ressenti, c'est nécessaire pour une bonne traduction, en gros. Oui.
Oui, ça oui aussi. En termes d'arguments qu'on pourrait, quand on est indépendant, quand on se lance en tant que traducteur. Quand on traduit pour une maison d'édition et qu'on parle à un éditeur ou une éditrice qui publie de la littérature, je pense que c'est un argument qui devrait porter. Sinon, il faut qu'il change de métier. En littérature, oui. Enfin, voilà. Oui, donc je pense que ça dépend aussi sans doute à qui on s'adresse. Quand je traduis un texte, pour moi, c'est évident que je traduis aussi une intention, une prise de parole, et que en fait, même les choix très précis de traduction que je vais faire, les choix de mots, ça va aussi dépendre de ce que je comprends de l'intention de l'auteur aussi. Il y a quand même ça, et je pense que c'est quand même essentiel. Et de comprendre aussi tout ce qui est suggéré dans le texte par rapport au contexte, donc au contexte qui est extérieur au texte. Donc ça comment l'auteur se positionne dans le monde, comment il positionne son texte dans le monde. Et ça, c'est des choses qui, par définition, ne pourront pas être saisies par des calculs qui sont basés sur les mots, sur le texte. Voilà. Et sous-entendu, ce n'est pas à la portée d'un algorithme. Voilà. Quoi. Ouais. Après, est-ce que c'est un argument suffisant ? Il y a plein d'arguments et ça dépend à qui, ça dépend à qui on parle, je pense. Ça dépend à qui on parle. Et puis, voilà, c'est un argument parmi beaucoup d'autres, quoi. Mais... je pense que oui, faut pas négliger non plus la valeur du processus de traduction et du processus humain qui est derrière. La législation européenne commence à encadrer l'utilisation de l'IA avec la publication du règlement sur l'intelligence artificielle ou AI Act. Qu'en pensez-vous de ce texte et est-ce que vous pensez est-ce qu'on devrait aller plus loin ? Oui, alors l'IA Act, c'est déjà bien, mais c'est peu. Donc il y a dedans l'idée de transparence des données d'entraînement, puisque, on l'a peut-être pas dit clairement, mais les enjeux par rapport à l'IA, c'est l'IA qui vient, enfin la traduction automatique, entre guillemets, qui vient faire le travail à notre place, mais il y a aussi la question de nos productions qui sont utilisées pour entraîner les logiciels d'IA générative. Donc, la transparence sur les données utilisées pour l'entraînement des grands modèles de langage, c'est important. Après, dans l'IA Act, c'est mis en balance avec le secret des affaires. Donc, transparence, secret des affaires, c'est un peu contradictoire. Donc, la question, ça va être où se met le curseur entre les deux et puis comment ça va être mis en œuvre. Parce qu'en fait, la transparence, si elle n'est pas très précise, elle ne sert pas à grand-chose. Parce qu'en fait, je vais peut-être rentrer dans des considérations juridiques un peu précises, mais bon, là, je parle en fait des œuvres qui sont soumises au droit d'auteur. Il y a une directive européenne en 2019 qui a mis en place ce qu'on appelle l'exception TDM, donc qui autorise la fouille de textes et de données, y compris des œuvres qui sont soumises au droit d'auteur, et quelle que soit la fin, quel que soit le but. Sauf lucrative ou non lucrative, commerciale, voilà. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Et TDM, c'est Text and Data Mining. D'accord. Ah oui, donc le mining, oui, ok. Ouais, fouille de textes et de données. Donc ça date de 2019. Donc à l'époque, pour les associations d'auteurs, etc., en tout cas, c'est passé inaperçu dans le sens où on n'a pas compris l'enjeu qu'il y avait derrière. Un peu une entourloupe aussi de la part de... Oui, c'était un peu avant. Le grand public ne soupçonnait pas encore que ça pouvait être utilisé à une telle échelle pour entraîner des modèles d'IA générative. On peut faire jouer son opt-out, c'est-à-dire le détenteur des droits peut dire qu'il refuse que son œuvre soit utilisée. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, c'est inefficace concrètement. On peut le signifier, mais il n'y a pas moyen de vérifier, c'est compliqué. Oui, voilà, c'est ça. Y aura-t-il une suite ? Est-ce que juridiquement, on peut se défendre par rapport à ça ? Et puis déjà, la base, c'est qu'il faut une transparence complète. Et pour l'instant, c'est pas conditionné. C'est pas le cas. Oui. Alors actuellement, juridiquement, il y a des questions qui se posent sur la validité de cette exception, puisque qu'est-ce que c'est applicable pour l'entraînement des IAG ? C'est pas sûr, parce qu'il y a la convention de Berne, donc qui date de 61, sur les exceptions au droit d'auteur, qui dit qu'une exception au droit d'auteur ne doit pas porter préjudice à l'auteur, ni à l'exploitation de l'œuvre. Bon, là, en fait, quand on est dans l'entraînement des modèles d'IAG, en fait, ça a pris une telle ampleur, fondée juste sur une petite exception, que, évidemment, oui, ça porte préjudice, au point que
que voilà, les auteurs sont menacés presque de disparition, ou en tout cas d'une raréfaction extrême de leur activité et d'une précarisation extrême de leur statut. Donc oui, c'est à leur détriment, c'est sûr. Il y a un cri d'alerte, je pense, de l'ATLF, mais parmi d'autres qui se sont insurgés en disant que, en fait, justement, cette exception TDM avait perduré et était telle quelle dans le texte de l'IA Act, et du coup, ça ne faisait pas avancer les choses en matière de protection des droits d'auteur. Oui, tout à fait. Alors qu'en fait, juridiquement, elle devrait être remise en cause. Ce qu'il faudrait aussi, c'est un retour à l'opt-in, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait non pas qu'on dise qu'on refuse que notre texte soit utilisé, mais qu'on fasse la démarche de dire qu'on accepte qu'on autorise, pour qu'il le soit. Mais que ce soit de notre ressort. Voilà, c'est ça. Donc là-dessus, il y a encore une certaine marge de manœuvre sur le plan législatif et juridique. Nous, après, sinon, dans le manifeste d'en chair et en os, dès 2023, il y avait des revendications qui faisaient appel au pouvoir public aussi, donc qui étaient de demander la signalisation des œuvres générées par IA. Et le conditionnement, là on est vraiment dans le domaine de la culture, mais le conditionnement des aides publiques et des prix, des récompenses, au fait que les œuvres n'aient pas été générées par IA. Pour l'instant, il n'y a rien qui garantit ça. Donc, il y aurait besoin que la législation aille plus loin. Après, il y a aussi beaucoup de choses qui dépendent des pratiques, et c'est aussi très important. Et puis, il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions à partir du moment où on a quand même un gouvernement qui va à fond dans le déploiement de l'IA dans les services publics et dans tous les domaines. Tout ne viendra pas de la législation. Donc, il faut aussi beaucoup agir sur les pratiques. Et avez-vous l'espoir que la tendance actuelle s'inverse, ou est-ce que l'automatisation, est-ce que ça va devenir une fatalité ? Donc je pense que si on était pessimiste, on serait pas là, ni toi ni moi. Quand on milite, c'est qu'on a de l'espoir quand même. Parce qu'en plus, tout ce qu'on fait, c'est bénévole, ça prend un temps fou sur nos amis, sur nos familles, sur notre carrière. Donc, je pense qu'on est quand même optimiste. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait se méfier des discours au futur. Donc, en fait, ça, c'est aussi une source d'espoir, parce que si on ne sait pas de quoi demain sera fait, précisément, c'est une bonne raison pour rester optimiste et pour essayer. Le fatalisme, j'avais parlé du fatalisme contre sommet de l'IA, c'est d'une tristesse infinie, premièrement. Et deuxièmement, c'est profondément immoral, dirait par exemple le célèbre philosophe technocritique Günther Anders, parce que on a le droit d'être fataliste, mais on n'a pas le droit d'agir comme si on était fataliste, parce qu'il faut penser aux autres. Et donc, alors nous, dans le collectif Alerte Générale, on pense que oui, plus on sera nombreux à prendre la parole, plus on sera nombreuses à dénoncer les mauvaises pratiques, à se bagarrer pour améliorer les choses, parce que c'est de la bagarre tout ça aussi avec l'État, par exemple, plus les choses s'amélioreront. Par contre, la résolution de nos problèmes, en général, malheureusement, elle ne tombera pas du ciel. Là aussi, je pense qu'on peut s'en référer à l'histoire, parce que l'histoire des luttes ouvrières nous a appris qu'il fallait se retrousser les manches, et pas qu'un peu, pour défendre nos conditions de travail. Mais cette histoire nous a aussi appris que le jeu pouvait en valoir la chandelle, donc autant le faire. Et rien n'est jamais acquis, en fait, et donc il faut continuer. Et il y a des nouveaux problèmes, et pas très bien. Attaquons-nous aux nouveaux problèmes aussi. Le collectif Alerte Générale, donc, comme j'ai dit, a été créé en janvier, donc il a seulement 2 mois, et en seulement 2 mois, on a déjà fait beaucoup de choses, et on est beaucoup suivis. Donc ça, par exemple, je trouve que ça donne de l'espoir, et que ça peut être une source de motivation aussi pour d'autres personnes qui voudraient lutter collectivement, parce que c'est plus simple à plusieurs. Et pour ce qui est du futur du marché, je pense que le low-cost, malheureusement, ne disparaîtra jamais complètement. C'est comme dans tous les domaines. Mais comme je l'ai dit, en fait, comme les clients se font pas mal avoir dans cette histoire, certains se contentent du low-cost, ok, très bien, mais beaucoup se font avoir, se font manipuler. Donc, oui, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, il y a des agences de traduction qui mentent à leurs clients. C'est-à-dire, le client paye une traduction humaine, on leur dit même noir sur blanc que c'est une traduction humaine, et en fait, c'est de la post-édition.
Ça a été dit dans... Des pratiques complètement illégales, du coup. Je ne sais pas à quel point c'est illégal. Ça doit c'est une zone grise, un peu. Ça doit dépendre des conditions générales de vente de l'entreprise. À voir dans le détail, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça nous a été dit dans des événements professionnels. D'accord. Donc, voilà. Donc, en fait... Tout ça, c'est très court-termiste. C'est comme le positionnement low cost, c'est court-termiste. Donc finalement, je trouve qu'on peut garder de l'espoir à la fois pour ce qui se passe, ce qui n'est pas de notre ressort. Il y a des choses qui bougent aussi en dehors qui ne nous appartiennent pas, mais côté entreprise, etc. Et aussi, le vent peut finir par tourner aussi, justement, grâce à notre action, en fait. Parce que, grâce aux actions collectives. Ouais. Il y a plein de choses positives. Enfin, comme je l'ai dit, par exemple, au niveau technique, il y a assez peu de chances que ça s'améliore fondamentalement. Et puis, les choses bougent. Je pense que les choses bougent. Moi, en Autriche, récemment, des collègues anglophones donc qui travaillent vers l'anglais, les traductions vers l'anglais, c'est un cas à part encore, parce que c'est le plus demandé, etc. Bref. Et en fait, je les ai rencontrés, ils sont deux, ils ont 35 ans d'expérience, vraiment cliché, hommes d'affaires, etc. Ils travaillent beaucoup pour des entreprises locales. Et ils m'ont dit récemment qu'ils voyaient revenir beaucoup de clients. Qui se sont amusés avec l'IA pendant 1 an, pendant 2 ans, puis qui se sont dit ouais, bon, bof. Alors, on ne sait pas, c'est peut-être un hasard. On ne va pas faire des stats à partir de mes 2 collègues, mais on s'est dit peut-être le vent est déjà en train de tourner, on peut espérer que les choses bougent. Et pour finir aussi, vu que votre podcast a un très joli nom, je trouve. Merci. La traduction heureuse, c'est joli. Et donc, je pense aussi, pour rester optimiste, ça serait bien de se rappeler qu'en fait, agir, ça peut rendre heureux. Alors que le fatalisme, ça m'étonnerait. Ça risque d'empirer un peu la situation. On est tout seul devant notre ordinateur, devant l'écran. Ça déprime, quoi. Mais non. C'est sûr qu'il y a une certaine joie dans le militantisme, mais il faut aussi se réjouir de tout ce qu'on a réussi à faire, et puis aussi se dire que il faut pas forcément seulement viser la victoire totale et la disparition de l'IA, ce qui n'arrivera pas. Mais se dire aussi que voilà, chaque projet, chaque traduction humaine, chaque création humaine qui est une petite victoire. Oui, bien sûr. Et puis, c'est ce qu'on disait aussi, il y a aussi beaucoup un côté marketing en ce moment. On met l'IA à toutes les sauces, c'est un peu le mot magique. Même des entreprises qui n'utilisent pas l'IA parlent de l'IA parce que, voilà, bon, ça c'est une mode, ça va pas durer non plus. Après, c'est sûr que l'IA, que la collecte massive de toutes les données possibles, c'est aussi, ce qui est inquiétant, c'est que c'est aussi une source de pouvoir et de contrôle et de surveillance énorme, et que ceux qui ont ça entre les mains vont sans doute pas l'abandonner tout de suite, peut-être. Voilà. Mais oui, je pense qu'il faut de l'espoir justement pour maintenir cette résistance collective qui est aussi joyeuse. Oui. Autre que ces actions collectives qui sont vraiment d'une valeur inestimable, quelles autres stratégies concrètes pouvez-vous conseiller aux traducteurs pour peut-être contourner l'IA, pour se battre contre les idées reçues? Oui, alors je vais quand même en remettre une couche sur le collectif, surtout qu'on s'adresse aussi en partie à des étudiants. Je veux quand même rappeler que c'est vraiment très important, si j'ai un conseil dès le début de votre carrière, allez vers le collectif, les syndicats, les associations, les organisations. Au-delà de la question de l'IA, en fait, c'est quand même un métier dans lequel on peut être seul, et c'est vraiment très important pour s'y sentir bien, et puis aussi pour être armé quand il y a des situations un peu difficiles. Donc voilà, aller dans les AG, les groupes de travail, c'est vraiment très important. Après, au niveau individuel, oui, c'est les pratiques, c'est ce qu'on va accepter, ce qu'on va refuser. Après, on n'est pas toujours libre de faire ce qu'on veut non plus. Parfois, il y a aussi des gens qui font de la beaucoup qui font de la post-édition par contrainte, et on leur jette pas la pierre. Voilà, à un moment, quand il faut vivre et qu'il n'y a rien d'autre, et voilà, ça, c'est aussi des personnes qui le subissent. Après, par exemple, nous, en chair et en os, on fait des récoltes de témoignages pour essayer justement de mettre en commun tout ça et de réussir à réagir de façon plus efficace, tous ensemble, en ayant une vision un peu d'ensemble de ce qui se passe. Donc, pas hésiter à se rapprocher justement d'autres personnes, d'échanger, de communiquer. Et puis, évidemment, de refuser autant que possible ces missions-là qui sont... Refuser la post-édition et refuser de toute façon de manière générale des contrats qui sont pas satisfaisants. Pour le pragmatique peut-être,
Pour le pragmatique, en plus de tout ce qui a été dit, parce que je suis complètement d'accord pour tout ce qui est association, ne jamais rester seul, etc. etc. Je conseillerais aussi de beaucoup, beaucoup réseauter. Alors bien sûr, entre collègues, les collègues, ce ne sont pas des concurrents comme on l'imagine parfois. En fait, on travaille ensemble, on travaille sur des gros projets, on s'échange des projets, on travaille pendant les vacances des autres, etc. Mais aussi en dehors de notre monde, il faut sortir de notre monde, il faut se faire connaître. Alors ça dépend des domaines dans lesquels on travaille. Si vous travaillez pour les entreprises, par exemple, on peut aller à des soirées d'affaires, à des conférences spécialisées, etc. etc. Une ancienne présidente de l'association autrichienne de traduction disait souvent « Tout le monde doit savoir que vous traduisez ». Elle insistait beaucoup et ça me faisait beaucoup... Cette phrase m'a toujours fait sourire et je suis assez d'accord avec ça en fait. Par exemple, même les parents d'élèves, des amis de nos enfants, on ne sait jamais, peut-être un jour ils auront besoin d'une traduction ou quelqu'un qu'ils connaissent, etc. Moi, j'ai eu mon tout premier client qui était un client direct. Je l'ai eu grâce à une conversation dans un bar où je n'étais pas. entre un homme et un autre homme en fait, voilà, par exemple l'un des deux hommes qui connaissait ton travail et je venais juste de me lancer et je crois que mon entreprise avait 2 jours peut-être. En fait l'un des deux c'était un très très vieux monsieur à qui je donnais des cours de français langue étrangère en Autriche et il a rencontré quelqu'un qui se plaignait de trouver personne pour le français, etc. Et il lui a parlé de moi. Voilà, c'est extraordinaire. Je me dis, c'est premier client avec une conversation dans un bar, c'est merveilleux. Donc, vraiment, essayer au max de sortir. Alors, quand on habite dans le pays je vais m'embrouiller dans mon vocabulaire, de sa langue cible et pas de sa langue source, et ça, c'est peut-être plus compliqué. Moi, j'habite à l'étranger, c'est plus simple. Mais je pense, par exemple, que si on est membre d'associations culturelles, d'associations linguistiques, comme l'Institut Goethe pour l'allemand, des choses comme ça, on peut rencontrer des gens et ça, c'est chouette. Et je vois beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais moi, je ne suis pas un homme d'affaires, je ne suis pas une femme d'affaires, j'aime pas ça, etc. » Et je comprends parfaitement parce que moi-même, j'ai plus un profil rat de bibliothèque que femme d'affaires, mais disons que si on peut faire quelques efforts, si individuellement on peut le faire, je conseille vraiment d'essayer parce que ça peut porter ses fruits. Et enfin, 2 derniers conseils, j'allais dire un, maintenant j'en ai 2. Faites-vous confiance, c'est super important de se faire confiance. Beaucoup de personnes n'ont pas confiance en elles. Alors c'est pas magique de dire à partir de demain tu auras confiance, mais peut-être essayer aussi de faire semblant un peu parce qu'en fait ça se ressent. Et les clients dont je parlais tout à l'heure qui sont horrifiés par les pratiques des agences, ce qu'ils recherchent en premier lieu, c'est la confiance. Parce que justement leur confiance a été trahie en fait dans leurs relations commerciales. Et ils ont besoin de personnes qui leur inspirent confiance. Et donc essayer de travailler, c'est pour ça aussi que je parlais du positionnement, son image professionnelle, etc. Peu importe vos spécialités. Peu importe aussi votre tempérament, on peut transformer ses défauts en atouts professionnels. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, c'est assez chouette. Et enfin, dernier conseil, ne jamais lésiner sur la qualité. Donc ça rejoint un peu ce que disait Pauline, ne pas accepter n'importe quoi, ne pas accepter de marchander son savoir-faire, essayer de viser toujours le meilleur possible et de s'améliorer en permanence, parce que c'est ça qui est très agréable quand on traduit, c'est que parfois, moi, je relis des vieilles traductions, je me dis « Oh, j'aurais fait mieux maintenant ». Et c'est agréable, en fait. Donc, je conseillerais de lire beaucoup, par exemple. Et puis, ça fait monter aussi, on monte en compétences, mais aussi, ça nous donne confiance en soi. Enfin, plus. Ouais, c'est ça, c'est super agréable. Et puis, voilà, il faut lire beaucoup, moi, je pense. Enfin, moi, j'habite à l'étranger, donc je suis d'autant plus obligée pour rester en contact avec le français. Mais essayez de lire beaucoup, 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 et pas seulement sur Internet. Oui. Le papier aussi, c'est important, le papier. Et ne surtout pas se sentir dévalorisé par rapport à l'IA, parce que voilà, on peut avoir l'impression que c'est plus rapide, qu'en plus, ça, je sais pas, ça va, finalement, ça a donné une meilleure réponse que ce que j'aurais fait. Non, il faut avoir confiance en ses compétences humaines. Faut pas oublier que aussi derrière le développement de l'IA, il y a quand même un peu l'idée sous-jacente d'une dévalorisation de l'humain. Et non, je pense que c'est important de se positionner et d'assumer ce positionnement de traducteur humain avec ses compétences, avec aussi ses limites, comme tout le monde, mais voilà. Et ça, c'est très important aussi. En ce qui concerne... là, je vais parler de l'édition. La TLF a aussi proposé des nouvelles clauses à inclure dans les contrats, donc au sujet de l'IA. Donc ça, c'était un contrat d'édition. Voilà. Pour les traductions. Oui, pour les traducteurs et traductrices de traduction. Okay. Donc essayer de les faire passer. Alors il y a des maisons d'édition qui acceptent bien volontiers, pour d'autres c'est plus compliqué.
Donc c'est une clause de non-usage de l'IA, à la fois par l'éditeur et par le traducteur. Une clause aussi par laquelle le diffuseur s'engage à faire jouer son opt-out sur l'œuvre. Et aussi une clause d'exclusion de l'IA pour exploiter les droits cédés, c'est-à-dire par exemple s'il y a un livre audio qui est fait, qui ne soit pas fait par une voix synthétique, ce genre de choses. Okay. Voilà, donc ça permet aussi de faire rentrer un peu des bonnes pratiques en fait. Tout à fait. Ouais. Oui, parce qu'il faut, il faut être, il faut être clairvoyant, il faut se dire, si certaines entreprises peuvent le faire, c'est plus rentable, ils vont essayer de le faire. Donc oui, c'est vrai, il faut toujours se prémunir. Ces stratégies, est-ce qu'elles fonctionnent également pour les traducteurs salariés ou qui cherchent un poste salarié ? On parle beaucoup des indépendants, mais c'est vrai qu'il y a une grande partie de Moi, je ne connais pas de salariés. traducteur salarié, donc c'est assez rare quand même. Ça devient de plus en plus rare en plus. Ah, oui. Et c'est assez difficile à dire. Je pense que ça dépend de plein de choses en fait. Par exemple, la taille de l'entreprise, D'accord. Est-ce qu'il y a un syndicat, etc. Est-ce qu'il y a d'autres traducteurs ? Dans tous les cas, quand on est salarié, évidemment, on est obligé d'accepter certaines choses qui sont imposées par l'employeur. Peut-être une anecdote, en fait, il y a quelques mois, j'ai posé des questions à ChatGPT qui vont dans ce sens pour rire, pour voir ce qu'il allait dire. Et en fait, je lui ai dit que j'avais une entreprise et que j'avais un employé qui refusait mordicus d'utiliser l'intelligence artificielle pour des raisons environnementales. Et j'ai dit à ChatGPT, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, au début, il a essayé de m'embrouiller en me disant ce que fait toujours ChatGPT. Il répond des choses sans fin. Et en fait, il n'y a pas de réponse vraiment très claire dans les 500 mots qu'il nous envoie. Qui m'a dit c'est super, félicitez votre employé, dites-lui qu'il est vraiment très très gentil de s'intéresser à l'environnement, vraiment c'est très très bien. Mais montrez-lui qu'il se trompe. Alors voilà, évidemment. Parce qu'il faut commencer par flatter, mais ensuite. Ouais. Alors je lui ai dit non, ça marche pas parce que mon employé est très très au courant, il se méfie du greenwashing, ça marchera pas, etc. Donc ChatGPT m'a dit, si je me rappelle bien, il m'a même dit votre employé est très, très au courant, c'est très bien qu'il parle de greenwashing. Je me suis dit, tiens, serait-ce un aveu ? Et petit à petit, j'ai dû insister en fait dans mes prompts parce qu'il tournait autour du pot et il a fini par me conseiller de le licencier. D'accord. En mettant toutes les chances de mon côté, bien sûr, en tant qu'employeur. Mais c'est évident, en fait. C'est très compliqué quand on est salarié. Donc, je pense que en tant que salarié, s'il y a vraiment des problèmes, vaut mieux passer par la voie syndicale en faisant attention à ce qu'on fait. Et je pense qu'il y a un levier qui est intéressant pour nous. Comment dire, quand on est à notre compte, c'est plus compliqué. Les clients s'en fichent ou les agences s'en fichent, mais c'est la santé au travail, en fait. S'appuyer sur ce que disent les spécialistes de la santé au travail, qui sont très, très clairs. Peu de temps après le buzz ChatGPT, il y a l'Organisation internationale du travail. Donc, pareil, c'est pas des révolutionnaires, c'est l'Organisation internationale du travail qui a dit que le déploiement massif de l'IA dans le monde du travail allait conduire à deux choses, à savoir l'intensification du travail, d'une part, et la perte d'autonomie des travailleurs et travailleuses, d'autre part. Et ces deux choses, ce sont des bombes pour la santé des travailleurs et travailleuses. C'est vraiment une catastrophe. Donc, je pense qu'en passant par la voie syndicale et en s'appuyant sur ce genre de données, ça peut marcher, en fait. Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire. C'est des problèmes nouveaux, donc il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et certains qui choisissent, malgré tout, de travailler avec l'IA, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc là on parle de ceux qui le font par choix et pas par contrainte. Je dirais que chacun ses choix, chacun ses responsabilités aussi vis-à-vis de l'ensemble de la profession. On est quand même à une période là où les enjeux ne sont pas petits pour la profession des traducteurs et traductrices en général. Ce qui nous menace, c'est vraiment une augmentation extrême de la précarisation, voire une raréfaction de notre travail. Oui, du métier même, oui. Donc, je pense que c'est quand même à chacun de prendre ses responsabilités et que si on veut résister de façon efficace, il faut que ce soit collectif. Donc, il faut que tout le monde y mette du sien. Alors, certains, on entend parfois dire que ça permet quand même de gagner un peu de temps et puis du coup, en gardant les mêmes tarifs et tout ça. Bon, déjà, à mon avis, c'est quand même en rognant sur la qualité. Et puis, ça me paraît vraiment naïf, en fait, d'espérer maintenir ça à long terme. Puisque, évidemment, si on veut faire un travail plus rapide, ça va être moins payé, ça va
ça va découler sur... On se tire une balle dans le pied, en fait, on se tire une balle dans le pied. Les délais vont raccourcir, les rémunérations vont baisser, c'est évident, en fait. Ça pousse même plus vers ça pousse encore plus vers l'automatisation. Donc, à quoi sert même la personne intermédiaire qui utilise ChatGPT, si on peut demander directement? Ça accélère le processus que de l'utiliser. Et puis, il y a aussi, on en a parlé, la responsabilité par rapport au coût écologique, par rapport à l'exploitation humaine qu'il y a derrière. En utilisant des intelligences artificielles génératives, ça a des conséquences sur la vie des centaines de millions de travailleurs de la donnée qui sont exploités à travers le monde, puisque presque tous travaillent dans des conditions déplorables. Que ce soit les annotateurs de données ou les modérateurs de contenu, où là, on est carrément dans un métier qui est traumatisant. Donc voilà, il faut être aussi conscient de tout ça. Et puis après, on ne peut pas se mettre des œillères et se dire qu'on l'utilise et qu'on se lave les mains du reste. Donc voilà, moi, je trouve ça irresponsable. Oui. Ouais. Même chose. On entend souvent dire qu'il ne faut pas juger les choix individuels, chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut aussi, etc. Alors ça aussi, c'est un produit de notre époque, et quand on connaît l'histoire du progrès, etc., c'est quelque chose qui est assez connu dans les idées technocritiques. Oui, il y a des gens qui ne trient pas leurs déchets, il y a des gens qui maltraitent leurs enfants, ce sont aussi des choix individuels. Est-ce qu'on les juge? Oui, moi je les juge très volontiers. Et donc les personnes qui font n'importe quoi dans notre propre profession, je les juge aussi, en fait. J'aime bien dire que la traduction, c'est comme partout, en fait, c'est pas un monde magique où tout est parfait. Donc il y a des personnes qui ne sont pas sérieuses, il y a des personnes qui sont sérieuses. Dans le collectif Alerte Générale, on aime à croire que les personnes pas sérieuses sont la minorité quand même. On pense que c'est une minorité, mais on se dit qu'il faut aussi regarder la réalité en face. En fait, c'est comme ça. Moi, il y a quelques mois, j'ai rencontré une traductrice qui m'a dit littéralement: les clients directs, c'est super parce qu'on n'est pas obligé de leur dire qu'on utilise l'IA. Donc, voilà. Ça, pour moi, c'est absolument inadmissible. Je me suis dit, tiens, le RGPD est mort, tout le monde s'en fiche par ailleurs. C'est pas déontologique. Moi, je me suis dit, ok, je note cette phrase dans ma tête. Jamais de la vie, je lui enverrai du travail. Jamais de la vie, je lui enverrai un client. Ça, c'est clair. Drapeau rouge, comme on dit. Red flag. Ouais, c'est clair. Je me dis même, dans l'idéal, ces personnes ne devraient même pas être dans notre secteur parce qu'en fait, elles nous ridiculisent aussi par leurs pratiques. Donc, voilà, c'est comme ça. Après, je pense qu'il faut garder à l'esprit aussi que certaines personnes ont tout intérêt à défendre la post-édition. Des personnes individuelles, je veux dire, pas des agences, parce que, alors, par exemple, parce qu'elles vendent des traductions, des formations sur la post-édition. Donc là, le conflit d'intérêt est très clair. Parfois, le conflit d'intérêt est plus flou, mais on voit par exemple des personnes qui vendent des formations sur des sujets qui ont vraiment rien à voir, mais qui surfent sur la peur de l'IA, qui vont dire, par exemple, dans leur pitch marketing, elles vont dire oh là là, vous savez, avec les progrès que fait l'IA, vous devriez vous inquiéter et vous diversifier et acheter notre formation à 1 000 €. Voilà. Donc ça, c'est aussi clairement un conflit d'intérêts. Donc il faut les dénoncer aussi parce que c'est pas éthique, c'est pas solidaire surtout. Et il faut surtout essayer de rester soudé avec les personnes qui sont sérieuses, honnêtes, etc. Essayer de pas se diviser. C'est ça qui est très compliqué. Oui, en parler autour, enfin, justement, en parler à notre réseau de ce genre de ce genre de pratiques. De se méfier, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Que tout le monde soit au courant que voilà, cette personne utilise, essaye de nous vendre exactement. Voilà, un truc dont on n'a pas besoin et qui, au final, nous dessert en tant que professionnel. Ouais. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Pauline, sur le fait que ça nous touche tous, en fait, ces choix, ils nous touchent nous aussi, en fait, ou ils touchent nos enfants. Donc, je dirais aussi qu'il faut se méfier de l'opinionnisme, en fait, parce que la santé au travail ou l'écologie, c'est pas des opinions, en fait. C'est la réalité matérielle du monde. Donc, il n'est pas question d'être pour, contre. Enfin, c'est débat sans fin, ça sert à rien. L'IA, c'est un nouvel instrument d'exploitation. Historiquement, c'est très clair. C'est aussi un nouvel instrument de contrôle. On en a parlé. Qu'on puisse faire d'autres choses à côté, pourquoi pas, à la limite. Mais c'est quand même important de le dire. Et je pense que quoi qu'on fasse, malheureusement, on n'échappera pas à la division parce qu'en fait, cautionner l'IA en tant que traducteur et traductrice, cautionner dans son discours, défendre les pratiques inacceptables des agences, c'est un choix politique. Et ce qu'on fait, nous, dans nos collectifs, c'est aussi un choix politique. Et par définition, les deux sont antagonistes. Donc la division, nous, on s'en passerait bien, en fait. C'est pas agréable. L'idée est pas agréable, mais c'est possible qu'on n'ait pas le choix, en fait. Donc, Laura, au contre-sommet de l'IA, comme tu avais mentionné tout à l'heure,
il a été question de... vous avez soulevé l'une des pratiques, l'une des solutions qui pourrait aider les traducteurs et traductrices à se protéger de l'IA. Et ce serait donc un sabotage, mais un sabotage de quoi? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, donc au contre-sommet de l'intelligence artificielle, en fait, avec le collectif e-Alert Général, on a proposé une solution pour les personnes qui sont obligées de faire de la post-édition. Parce que, alors, dans la mesure du possible, on conseille nous aussi de refuser au maximum les pratiques ubérisées. Par contre, concrètement, parfois, au bout de 6 mois, si on dit non, on finit par dire oui. En fait, il y a deux solutions. Soit on dit oui, soit on met la clé sous la porte. Et on refuse de jeter la pierre aux personnes qui finissent par accepter ça, parce que mettre la clé sous la porte, c'est difficile aussi. On peut comprendre... nous, dans le collectif e-Alert Général, on adore traduire, donc on peut comprendre que les gens aient envie de poursuivre leur rêve de carrière, en fait. C'est tout à fait louable et compréhensible. Donc, le collectif e-Alert Général conseille aux personnes qui sont obligées de faire du travail de post-édition pour survivre économiquement, de saboter leur travail. Alors, le sabotage, c'est un mot qui fait peur parfois parce qu'il est assez mal compris. Ça peut désigner différentes choses en réalité. Mais historiquement, en France, ça a été théorisé par Émile Pouget, que j'avais cité d'ailleurs aussi au Contre-sommet. Et ça a très très bien fonctionné au 19e siècle et au début du 20e siècle dans plusieurs corporations. Et en ce qui nous concerne, en fait, ça veut tout simplement dire ne pas trop se fatiguer. C'est-à-dire, vous avez un texte à post-éditer, vous modifiez rien ou presque rien, ou des trucs un peu au hasard quand même pour faire croire quand même à l'agence de traduction que vous avez travaillé. Parce que si elle peut voir s'il y a eu des modifications, bien sûr, il faut essayer d'être un peu malin et de trouver des choses quand même à modifier pour faire croire qu'on travaille, mais ne pas trop travailler quand même, en fait. Le sabotage de la post-édition, il a des avantages sur 2 niveaux, en fait. Alors, individuellement, il protège la personne parce que en général, on est payé au mot. Donc, quand on ne se fatigue pas, on va beaucoup plus vite. C'est sûr, on peut prendre plus de missions. Ouais. Vu que l'époque est fan de l'accélération, accélérons. Et donc, on sauve son taux horaire. Voilà. Donc, ça, clairement, si on se fatigue pas, on a un taux horaire beaucoup plus élevé à la fin et c'est intéressant individuellement. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté collectif, le côté politique, parce que le sabotage, il a un intérêt quand il est revendiqué, en fait. Ce qui serait intéressant, c'est de le revendiquer. Pour faire peur aux agences de traduction en leur faisant comprendre qu'il y a des saboteurs et des saboteuses parmi leurs troupes de larbin, en fait. Parce que, c'est impossible de savoir qui c'est. Et impossible de savoir qui c'est vraiment dommage. Et est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a que 3? Et ça, c'est la force du sabotage, en fait. Et c'est ce qui s'était passé avec Émile Pouget, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc nous, on va essayer, le collectif e-Alert Général va essayer de sortir des témoignages aussi anonymisés, bien sûr, parce qu'en fait, revendiquer en son nom le sabotage, eh bien, c'est compliqué et ça peut mettre en danger. Donc on va essayer de sortir des témoignages anonymes pour faire comprendre aux agences qui ne nous respectent pas que les traducteurs et traductrices sabotent et qu'ils et elles continueront à saboter jusqu'à ce qu'elles soient respectées, en fait. Voilà. Et avec ces témoignages, on espère aussi donner des idées aux personnes qui aimeraient bien saboter mais qui ne savent pas comment faire. Et on va essayer aussi bientôt, je ne sais pas encore quand, mais on réfléchit à publier un manuel, en fait, qui présente différents exemples, différents cas de figure, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses à saboter. Là, je vais juste parler de la post-édition, mais un exemple très rapide, c'est les plateformes avec des chronomètres intégrés. Il y a des agences de traduction qui utilisent des chronomètres intégrés, ce qui est inacceptable. Donc, c'est pour fliquer les traducteurs et traductrices. Alors là, ça devient compliqué d'aller très très vite et de ne rien faire parce que ça va être vu. Mais il y a d'autres techniques pour saboter ça. Vous pouvez lire une bande dessinée en secouant votre souris. Vous pouvez aussi acheter un système qui secoue votre souris à votre place. Ça existe, par exemple. Ça, c'est assez génial. C'est comme des émulateurs ou des trucs comme ça aussi. Ah oui, ça peut marcher. Et voilà, donc on va essayer de publier un manuel avec plusieurs conseils pratiques, des exemples, etc. Super. Pour saboter. Ok, trop bien. Et ça, ce sera publié sur LinkedIn ou... Sans doute, on va le faire passer sur LinkedIn, mais on va essayer de le diffuser au maximum ailleurs aussi. Par d'autres canaux. Oui. Génial. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'être venus, c'était fascinant. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Traduction heureuse, qui conclut notre série sur l'intelligence artificielle. On espère que vous avez pu y trouver quelque chose d'utile, que vous soyez traducteur en formation, professionnel en activité,
ou juste intéressés par notre discipline. Plus que tout, nous espérons que cette série vous a offert des solutions et un peu d'espoir pour l'avenir, à une époque où tout semble incertain pour les étudiants et les étudiantes. Merci à Laura Hureau et à Pauline Tardieu-Collinet pour leur participation, ainsi qu'à Cédric Dumont et à Laura Gallon pour leur talent d'intervieweur. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également nous retrouver sur LinkedIn et sur Instagram. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec la traduction heureuse.